Bon, ben, parfait. Je pense qu'on peut débuter. Euh, donc, encore une fois, merci de vous être présenté ce matin. Pour ceux qui sont habitués, faire simplement un petit rappel au niveau de la présentation d'aujourd'hui. Vous êtes tous en mode muet par défaut. On va en parler un petit peu plus tard. La présentation est enregistrée aujourd'hui, donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Il y a une section de questions dans GoToWebinar. Donc, à travers la présentation, si jamais vous avez des questions par rapport à ce qui est présenté ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, vous pouvez taper vos questions directement dans le chat. Puis, on va répondre aux questions au fur et à mesure des présentations. Et par la suite aussi, on va faire une période de questions à la fin. Donc, la période de questions à la fin, on pourra, à ce moment-là, pour élever la main, on pourra activer les micros, puis échanger là, si vous avez des questions un petit peu plus approfondies sur les nouveautés de 2026. Donc aujourd'hui, moi je me présente, Simon Lachance, donc c'est moi dans le fond qui va hoster la présentation, mais majoritairement c'est mon collègue Kevin qui va faire la présentation dans le fond des nouveautés de Mastercam 2026. On a également notre collègue Christophe qui est avec nous, qui va monitorer là, les questions qui vont rentrer dans la section des questions. Donc, il va pouvoir fournir des réponses au fur et à mesure de la présentation. Donc, à l'agenda aujourd'hui, principalement, on va couvrir les nouveautés de Mastercam 2026. Donc, selon les différents modules ou paliers, donc Kevin va passer à travers les nouveautés système, donc les nouveautés plus générales. Ensuite, on va aller à travers les différents produits, donc nouveautés au niveau du design, du milling, multi-act, du late, Milturn et ainsi de suite. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, dans le fond, on va garder une période de questions-réponses à la fin. Comme tous nos présentations webinaires, la réunion est enregistrée. Donc, s'il y a des parties que vous voudriez revoir plus tard, on va mettre l'enregistrement disponible pour être revisionné par la suite. Et gênez-vous pas si jamais vous voulez avoir l'enregistrement. Ça nous va faire plaisir de vous l'envoyer par la suite. Donc, sur ce, je vais passer la main à mon collègue Kevin, qui va pouvoir démarrer directement avec les nouveautés de 2026. Yes! Donc, bon matin à tous. Sans plus tarder, on va juste partir ça. Laissez-moi juste replacer mes notes ici. Donc, Mastercam 2026, sorti plus tôt cette année, début juillet. Il y a quelques personnes parmi vous, je suis sûr, qui ont déjà commencé à l'utiliser. Donc, on va juste couvrir les différentes nouveautés. Comme mon collègue Simon l'a mentionné, là, dans le fond, là, on va y aller par bloc. Fait qu'on va commencer par, dans le fond, les nouveautés qui touchent à tout le monde en premier. Donc, la première nouveauté qui risque de vous sauter aux yeux, évidemment, c'est la refonte du Plane Manager puis des Level Manager. Fait qu'on va commencer par le Level Manager. Allez voir qu'est-ce qui est nouveau dans ça. En allant ouvrir une pièce qui est ici. Pardon. Donc, ils ont fait, avec Mastercam M26, ils ont fait une refonte complète du Level Manager. Évidemment, la majorité des fonctionnalités qu'on avait avant sont toujours présentes. Il y a beaucoup de trucs, par contre, qui ont changé de place. Donc, ça va être une habitude là à prendre de ce côté-là. En termes de nouveautés, qu'est-ce qui est la grosse nouveauté, ou en fait, pourquoi ils ont retravaillé sur ce module-là? C'est l'habilité de faire des groupes au niveau des levels. Donc, d'être capable de venir organiser nos levels beaucoup plus facilement à travers les différents groupes. Et il y a plusieurs façons de gérer avec les groupes. On peut directement aller en haut ici dans les options, créer un nouveau groupe. Ça crée un nouveau groupe, on vient donner le nom qu'on veut. Et par la suite, ben, on peut simplement prendre un ou plusieurs levels
puis venir simplement le glisser comme ça dans notre groupe. Et par la suite, ben, on peut cacher facilement le groupe, garder nos trucs organisés, par exemple, setup 1, setup 2, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut allumer ou fermer le groupe au complet d'un seul coup. Donc, exemple, tu as toutes tes fixtures qui sont séparées. Tu dis, je veux plus voir mes fixtures. Donc, tu peux rapidement faire ça. Le fait aussi qu'on peut draguer les différents levels, ça me permet, par exemple, de dire, ah ben, gars, celle-là, je veux le sortir du groupe. Je le ramène ici. Il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Vous remarquerez qu'on n'a plus la section dans le bas ici pour créer les levels. Donc, c'est sûr que là, pour créer les levels, on va utiliser l'icône qui est en haut ici. Sinon, on l'a probablement dans le right-click aussi, mais sinon, on crée simplement un level, puis on donne un nom ici à notre level. Sur le menu right-click, on peut renommer ou renuméroter notre level. Sinon, on peut faire le slow double-clic là, normalement, c'est-à-dire que tu cliques une fois, tu cliques une deuxième fois, puis tu vas tomber dans le renumber. Un petit truc comme ça aussi, pour ceux que ça intéresse, la touche F2 fonctionne aussi. Okay, donc, je fais juste cliquer sur F2, puis ça m'amène dans le renommage ou changer le nom, si on veut, des différents levels. Quand on fait le drag and drop, il faut aussi faire attention. Tout dépendamment, ici, exemple, je sais pas si vous voyez la différence. Là, ici, il n'est pas dans le groupe, puis ici, il est dans le groupe. Okay, donc, quand on vient le dropper, c'est important de faire une attention particulière à ça pour être sûr qu'on tombe à la bonne place. Ils ont rajouté également un menu de recherche qui est quand même intéressant. Si, par exemple, moi, je sais que j'ai nommé mon level containment, ben, je peux commencer à taper le mot et ça va me sortir tous les levels qui utilisent ce nom, ben, le même nom, si on veut, dans le moteur de recherche ici. Donc, ça, c'est intéressant. Évidemment, on peut peser sur le X ici pour ramener notre liste à jour. Et on a aussi, exemple ici, un filtre, c'est-à-dire, montre-moi, exemple, juste, je peux select all puis dire, montre-moi juste le groupe test parce que je travaille juste dans le setup 1 ou quelque chose comme ça. Donc, on peut filtrer les résultats qui s'affichent à nous pour voir ou cacher certains levels. Et également, ici, on a le sorting. Donc, dans le fond, pour choisir l'ordre, on peut y aller par numéro de level, par nom. Ce qui est important, exemple, ici, on voit qu'il est classé par numéro de level, mais il n'est pas vraiment classé par numéro de level parce qu'on voit que je suis capable de le mettre un peu dans n'importe quel ordre. Pour activer le fil, il faut vraiment que le bouton soit actif. Donc, si je clique sur le bouton, il va demeurer actif en numérotant les levels. Puis on voit que il numérote les levels qui sont pas dans des groupes. Puis après ça, à l'intérieur des groupes aussi sont numérotés par level, mais les groupes en tant que tels tombent en ordre alphabétique parce qu'ils commencent pas par des numéros. Si je drag and drop quelque chose alors que je suis en mode avec le filtre actif, par exemple, si je prends mon level 6 puis je l'amène à la fin ici, ben, on voit qu'il enlève automatiquement, dans le fond, le sorting. OK, donc, je vous dirais, en termes d'options, oui, l'histoire des groupes, tout ça, c'est nouveau, mais en termes d'utilisation, on va servir quand même des levels de la même façon. Une chose à mentionner qui peut être intéressante pour certains de savoir ça, par défaut dans Mastercam, quand tu vas cliquer sur un level, il va highlighter dans le fond l'entité à l'écran. Et si vous n'aimez pas ça, il y a une façon de l'enlever. Moi, je l'ai déjà enlevé. À travers les selection settings ici, on est capable de activer ou pas le auto highlight of level entities. Donc, exemple, je le réactive pour moi. Je sais pas si je vais pogner un level qu'on voit, mais on voit que quand je tombe dessus, il highlight les entités correspondantes. OK? Puis ça va dépendre de ta couleur d'highlight puis tout ça. OK? Donc, quand tu cliques sur un level, ça t'highlight à l'écran, c'est quoi? Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes d'avoir ce feature-là. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, juste, tu t'envoies ici, tu désactives ça et tu n'entends plus parler là, pour le reste. Donc, le reste fonctionne exactement de la même façon. Donc, ça, c'est les nouveautés pour les levels. Et un peu dans le même style. Oui, juste mentionner, là, l'œil ici, c'est vraiment pour dire s'il est visible ou pas. Puis le checkbox ou le crochet vert ici, plus c'est ton level qui est actif. OK, donc ça aussi, c'est important. Puis ça fonctionne de la même façon. Là, si tu cliques sur le logo, ça devient ton level actif. Si tu cliques juste sur le nom, c'est juste pour le sélectionner pour faire des trucs.
Et ben évidemment, on a aussi un peu la même refonte des levels appliqués sur le Plane Manager. Donc, je vais juste aller ouvrir un autre fichier qui a déjà des plans dedans pour que ce soit plus agréable. Donc, l'histoire des plans, premièrement, évidemment, pour ceux qui travaillent avec des machines plus complexes, Milturn, des choses comme ça, on se ramasse souvent à avoir une panoplie de plans et ça devient des fois un peu plus difficile de se retrouver. On essaie de trouver des noms, des choses comme ça. Donc, tout ce que j'ai montré dans les levels au niveau de la création de groupe, du sorting, des filtres ici, tout ça va s'appliquer ici, de la recherche aussi, par exemple, je sais que mon level, je l'ai appelé RIB. OK, donc je le vois ici, il me sort tous les différents plans dont le nom RIB est disponible. Donc ça, avec la recherche, évidemment, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis comme on peut voir, on peut aussi avoir des groupes comme ça qui sont créés. Donc, exemple, je pourrais prendre tous mes différents RIB, les sélectionner, faire un right-click et faire un group. Puis, ils sont maintenant tous dans un groupe. Puis, ce groupe-là, bien évidemment, je peux le renommer puis l'appeler Ribs. OK? Donc, à partir de ce moment-là, je peux organiser, si on veut, mes plans pour que ce soit facile de retrouver les différents plans qui sont actifs ou pas, ou en fait, bref, garder de l'organisation. Vous remarquez aussi qu'on a encore, ils ont enlevé la partie d'en bas, en réalité, ils l'ont pas enlevé. OK? Il y a l'option Properties ici avec la petite flèche qui ramène, dans le fond, le truc en bas qu'on avait avant, où est-ce qu'on peut changer le nom du plan, changer la position de l'origine, ainsi de suite, changer le work offset. OK? Par défaut, c'est caché, donc juste, on peut le ramener ici. Par contre, une chose qui est excessivement intéressante, c'est qu'on peut personnaliser ce menu-là pour enlever des choses. Donc, si, exemple, moi, je n'utilise jamais le comment puis la couleur, je peux aller dans ma petite gear ici, puis dans mon property display, je peux décider d'enlever la couleur, je peux décider d'enlever les commentaires pour garder ça toujours ouvert, mais que ça prenne moins d'espace. En termes de fonctionnalité, encore là, c'est la même chose. Donc, on a le GView, le WCS, le C-Plane, le T-Plane. Le plan qui est actif va être en bleu comme ça ici. On a la capacité à locker notre plan directement ici. Ça, c'est l'équivalent du display qu'on avait avant. Donc, si le display est actif, le plan va toujours être visible. Ça, c'est le Section View pour appliquer notre Section View. Et le More Action, ben, dans le fond, ça nous amène un peu le menu right-click. Donc, on peut directement l'avoir avec le menu right-click. Un peu comme les levels, le F2 va fonctionner ici aussi pour renommer tes plans. Et l'icône qui est ici, ça veut simplement dire que le plan, le work offset est en mode automatique. Sinon, il va écrire simplement le numéro de work offset là, qu'on avait de sélectionner. Donc, on voit ici OP5, il est en manuel à 0. Donc, c'est pour ça qu'on voit un petit 0. Mais le OP20, il est en mode automatique. Et on voit alors le petit logo de work plane, work offset automatique. Une chose qui est intéressante aussi pour certaines personnes, si on va dans nos configurations, donc dans File Configuration, dans la section Planes, on est capable maintenant de mettre un Default Work Offset. Donc, exemple, si je le set en manuel à 1 parce que moi, je travaille, exemple, juste en G55, si j'accepte ça et je crée un nouveau fichier, je vais faire, oui, je vais overwriter mes configs, là. C'est pas quelque chose que j'aime faire, mais juste pour vous montrer. Donc, juste en activant ça ici pour dire, hey, moi, mes work offset, je veux toujours l'avoir à 1 par défaut. Mais à ce moment-là, si je fais un nouveau fichier et que je m'en vais dans mes plans, on voit que tous mes plans sont automatiquement tombés à 1. Et aussi, petite parenthèse, par défaut, les plans originaux de Mastercam sont automatiquement dans un groupe qui s'appelle System Planes. Donc, si moi, je me sers jamais de ces plans-là, je prends ce truc-là. Je peux même dire je veux jamais les voir. Donc, j'enlève le system plane de mon truc ici. Et là, je vois juste mes plans à moi. Je crée mes plans à partir de géométrie, peu importe la méthode que vous prenez pour créer votre plan. Et aussi, on voit que le work offset est aussi à 1 parce que par défaut, dans mes configs, les plans que je crée sont là. Donc, on est capable vraiment de personnaliser ça, d'avoir quand même un travail qui est intéressant de ce côté-là. Donc, ça nous garde notre organisation de nos planes plus claire.
directement. Kevin, si je peux me permettre, je pense qu'au niveau des groupes aussi, ça permet dans le fond de changer les work offsets d'un groupe. Ça facilite la sélection, évidemment, parce que tu cliques sur un groupe, tu sais, bon, ça permet là, de sélectionner plus facilement. Là, tu sais, parce que si je clique sur mon system plane, ils sont tous sélectionnés. Donc là, je peux après ça aller dire, ben, je veux toutes les mettre en automatique. Donc, ça facilite la sélection de ce côté-là, effectivement. C'est visuel pour être en mesure de voir, s'assurer que, par exemple, plusieurs plans d'un même setup utilisent le même work offset. Puis si jamais on a besoin de l'updater, c'est plus simple à mettre à jour. Ouais. Juste par la même occasion, je pense que je viens d'avoir une question. Est-ce possible de pouvoir changer le numéro du work offset qui sont déjà créés dans System Plane? Je suis pas sûr, peut-être clarifier ta question, Dominique, je suis pas certain de ta question. Je pense que c'est ce que tu viens de faire, si ça vient de répondre à la question. Ben, tu peux le faire dans les configs. Par défaut, dans les configs, tu peux avoir un work offset de setter à ce que tu veux par défaut dans le system plane automatiquement. Et tu peux les changer par après. Donc, en tout cas, bref, si ça répond pas à ta question, Dominique, juste nous laisser savoir. Et dernière chose qui a aussi rapport avec les plans, c'est la nouvelle section ici avec le plus 3D, GView, WCS, C-Plane, T-Plane. Honnêtement, pour ceux qui sont habitués de changer leur plan par directement en dessous de ma webcam, là, on voit, on avait le 3D ici, le C-Plane. Je vais juste tasser peut-être voilà. Donc avant, on peut encore changer nos C-Planes, nos T-Planes par ici. Okay? Donc ça change pas. Mais on a dans le fond le menu ici qui fait sensiblement la même chose. Je vous dirais l'avantage d'utiliser ce menu-là, c'est plus rapide parce que dans C-Plane, on était souvent obligé d'aller comme choisir un arborescence versus ici, sont là. Les groupes sont ici aussi visibles. Donc, tu as avantage à utiliser ce système-là là, pour être en mesure de changer tes plans. Ça fait la même chose que ça ici qu'on avait avant. Si jamais il y en a qui n'aiment pas ça, c'est possible de l'enlever. Je pense que c'est dans la configuration. Ça doit être dans Screen. On a le Display Plane Overlay Control ici, que si on désactive, ben ça l'enlève complètement, dans le fond, de l'image. Donc, ceux que ça intéresse pas, ils veulent garder l'ancienne visuel, si on veut, de l'écran, ben ça s'enlève, c'est possible. Puis, on a accès aussi à l'équivalent de ce petit menu-là ici, là. À cet endroit-là. Puis tu as le Screen Settings aussi pour le désactiver si tu veux l'accéder par ici au lieu d'aller par les configurations. Donc 2D, 3D, on peut créer nos nouveaux plans par ici aussi. OK, donc tu n'es pas obligé d'avoir tout le temps accès à ton menu plan. Donc voilà pour les nouveautés des plans. J'ai ça. OK, parfait. Donc tout a été mentionné de ce côté-là. Donc prochain item, c'est quelque chose de nouveau, mais en même temps pas nouveau, dans le sens que c'est le Verify Selection. Okay? Donc, s'il y en a qui se rappellent, c'était quoi avant le Verify Selection? C'était une fonctionnalité qu'on pouvait activer qui nous permettait lorsqu'on clique quelque chose et qu'il y a plusieurs entités proches, on pouvait se promener à travers les différentes entités pour essayer de voir laquelle qu'on voulait vraiment activer. Là. Donc, il y avait un bouton ici supplémentaire avant là, qui était le Verify Selection, qui est maintenant actif par défaut. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut enlever, qu'on peut ajuster si on veut, mais je vous explique un peu le concept de par défaut, ça fait quoi. Ici, dans le fond, j'ai un assemblage avec plusieurs pièces, plusieurs composantes. Et dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? C'est que lorsque j'arrive pour sélectionner quelque chose, si je laisse mon curseur, par défaut, c'est 1 seconde, je pense, le délai. Vous allez voir, il y a un petit icône qui apparaît à côté de mon curseur, 1 de 4, avec un autre icône un peu en haut. Si je right-click à cette étape-là, ça me montre, dans le fond, toutes les entités qui sont proches de où j'ai cliqué. Ils peuvent être des fois juste cachés par quelque chose en arrière. Puis, dans le fond, ça me permet d'aller visuellement essayer d'aller voir, c'est lui que je voulais. Si je double-clique dessus, l'entité, je l'ai sélectionnée. OK, donc ça va fonctionner, c'est tout le temps actif. Donc, dans le fond, ici, si je me mets là, on voit ici, j'ai 9. Si je right-click, ben là, je vais voir, j'ai des solides, j'ai des surfaces, j'ai des mèches.
OK, donc j'ai différents items qui sont possibles de sélectionner. Je peux cliquer sur celui que je veux, puis on voit que ça me permet d'aller sélectionner quelque chose qui est normalement caché. Donc, ce Verify Selection-là est toujours actif par défaut. Encore une fois, c'est quelque chose au niveau des configs qu'on est capable d'aller changer. On peut y accéder par les configs, sinon on peut y accéder par ici, au niveau du Selection Settings. Si j'enlève Verify Selection, donc tout ce feature-là ne fonctionne plus. C'est quelque chose qui vous dérange. On peut changer le délai. Okay? Donc, je peux dire, moi, je veux l'avoir avec pas de délai. Puis, je peux aussi dire, je veux dimmer ou cacher les entités. Okay? Donc, si je fais un hide, juste pour vous montrer en pas de délai, en hide au lieu de dim, pour être franc, je me rappelle plus par défaut s'il est en dim ou il est en hide, mais on voit que c'est tout le temps actif. Peu importe où ce que je me promène, 1 de 9, je right-click, puis là, on voit qu'il cache vraiment les items. Il est pas juste mid, là. Fait que je peux dire, c'est le mesh que je voulais sélectionner. J'ai sélectionné mon mesh, je peux faire des trucs avec, des choses comme ça. Puis on voit que il est toujours actif. Fait que j'ai toujours ça d'actif ici. Si ça vous dérange, laissez-le avec le délai d'1 seconde. Si ça vous dérange vraiment, vous pouvez complètement le désactiver si vous voulez. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être un outil qui peut être intéressant, je vous dirais, en termes de les gens qui travaillent avec des assemblages ou des trucs comme ça. Ça nous donne un outil de plus pour faciliter la sélection sans avoir à recourir là, nécessairement par les filtres qui sont à droite ici. Donc, Verify Selection. Donc, tout ça, évidemment, ça s'applique à peu importe votre module de Mastercam. On va passer aux nouveautés design, où encore là, ça s'applique probablement à tout le monde qui ont Mastercam. On va chercher Analyze Deviation. C'est pas le bon nom. Un Y, voilà. OK, donc Analyze Deviation, c'est pas une nouvelle fonctionnalité, ça a été introduite. Cette fonctionnalité a été introduite je pense dans la dernière version de Mastercam. Donc, essentiellement, pour ceux qui connaissent pas le concept du Analyze Deviation, c'est tu as reconstruit une surface ou quelque chose, puis tu veux analyser la déviation entre la surface originale et la surface que tu aurais reconstruite. Donc, c'est un feature qui existe. La nouveauté avec Mastercam 2026, c'est que ça fonctionne aussi avec les meshes. Donc, par exemple, ici, la surface verte qu'on a là ici, c'est un mesh, donc c'est un STL, dans le fond, qu'on aurait scanné ou importé ou peu importe qu'on aurait travaillé. Puis là, on a décidé de remodéliser une surface en dessous et je veux savoir c'est quoi la différence entre mon mesh et ma surface. Je peux faire un analyse de déviation entre la surface à surface. Je peux choisir le mesh comme étant ma surface initiale. Je peux choisir la surface ici comme étant la surface d'analyse. Et on peut voir que je suis quand même à l'intérieur de certaines valeurs, mais il y a des points ici qui sont un peu plus loin du mesh. Okay, donc les points rouges ou les points bleus, ça veut dire que mon mesh creuse ici à l'intérieur. Puis là, j'ai des options ça me donne le range dans le fond qui sont ici. Je peux dire ignore les déviations de moins de 1 millième. OK, donc, exemple, je veux juste montrer, ou 2 millièmes, disons. Donc, tout ce qui est pas point, où est-ce qu'il n'y a pas de point, c'est des déviations qui sont à plus ou moins 2 millièmes de ma surface originale. Donc, ça fonctionne. Encore là, la fonctionnalité n'est pas nouvelle. Simplement, maintenant, ça supporte les meshes également. Pour ceux qui travaillent avec des scans ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On va aller avec la nouveauté de la création de Solid Hole. Donc, la fonction Solid Hole, pour ceux qui la connaissent pas, c'est lorsqu'on construit un solide dans Mastercam avec des extrudes, des revolves, des fillets, tout ça, on a une fonction Hole qui nous permet de créer des trous, des counterboards, des choses comme ça. Donc, ils ont refait complètement la fonction en termes de complètement. En partie, si on veut. Donc, quand on va utiliser la fonction Hole, maintenant, on va utiliser le menu à gauche, puis on a des onglets comme ça ici. Maintenant. OK, donc, vous allez voir, il y a plusieurs trucs dans Mastercam qui utilisent maintenant ce nouveau système-là. Donc, on peut choisir notre plan. On peut ici choisir la position de où est-ce qu'on veut que les trous se fassent. Et par la suite, après ça, on tombe dans la section Hole Style où là, vraiment, on va définir notre trou. Donc, vous allez voir aussi que graphiquement, il rajoute à l'écran un preview de ce que ça donne. On est capable de voir la profondeur. Un peu comme on avait avant, on peut donner des features comme des counterbores.
des choses comme ça. Okay? Donc, on est capable de faire. Donc, tout ça, ça existait déjà. L'interface, tout ça est nouveau, mais on a aussi graphiquement un preview de ce qui se produit. Une des nouveautés avec ça, c'est qu'on a l'ajout de threaded hole. OK, donc si je dis que c'est un threaded hole, premièrement, avec les chartes qu'on a ici, mettons, ANS symétrique, j'ai tous les standards, exemple une demi-13, des choses comme ça, que je suis capable de venir faire. Et vous remarquez que automatiquement, il applique une couleur sur les trous. OK, donc ça, c'est dû à l'option ici, threaded, qui est en vert, qui est active, qui nous permet, dans le fond, d'identifier plus rapidement c'est quoi nos trous qui sont threadés. Également, en haut, on a les user library. Donc, si jamais toi, il y a un trou que tu fais souvent ou il y a un style de trou que tu fais souvent, tu peux simplement l'enregistrer. Exemple, ici, j'ai enregistré préalablement un trou, un quart 20 d'une certaine profondeur parce que je m'en sers souvent, on va dire, dans mes fixtures. Donc, il est préenregistré et j'ai les différentes listes comme ça ici. Comment que ça fonctionne pour préenregistrer un trou? C'est très simple. Tu viens créer une nouvelle librairie, tu donnes un nom. Dans mon cas, on a déjà la Kevin qui existe. Et à partir de là, je viens simplement faire mon trou. Donc, exemple, non, j'ai un counter bore, peu importe la dimension. Puis, je viendrai juste cliquer sur le plus. Puis là, il va enregistrer ce preset-là dans ma librairie pour que je puisse par la suite venir le refaire. Donc, le concept de Solid Hole a été amélioré en certains cas, donc d'où l'utilité aussi d'avoir le threaded. Donc, le menu a changé, l'ajout de certaines fonctionnalités, donc ça peut être hyper intéressant pour les gens qui font de la modélisation de fixtures dans Mastercam, des choses comme ça, ou même carrément la modélisation de certaines pièces. Ensuite, nous avons Solid Hole, Solid Selection. OK, donc ils ont également changé un aspect dans la création des solides pour ceux qui ont déjà utilisé ça. Par exemple, dans la fonction Constant Fillet ici, avant ce qu'on avait, quand on cliquait sur le Constant Fillet, on avait une petite boîte qui apparaissait pour dire est-ce que tu veux sélectionner un solide, est-ce que tu veux sélectionner des edges, est-ce que tu veux sélectionner des faces. Donc ça a disparu, puis ça a juste été remplacé par une fonctionnalité qui existait déjà, mais qui était comme en doublon dans certaines fonctions. Donc on peut voir ici, tu veux sélectionner un solide, tu veux sélectionner des faces ou tu veux sélectionner des edges. Puis à mesure que tu te déplaces sur le modèle, ils ont également changé l'aspect des petits icônes qui nous disent si c'est un edge, une face ou un solide. Donc lorsque j'ai les trois d'actifs, si je suis sur un edge, on voit que le cube qui me présente, il y a comme un edge qui est highlighté. Ici, c'est un cube où est-ce qu'il est tout blanc, donc tout le solide est highlighté. Puis si je vois comme ça, c'est juste la face qui est highlightée, puis le cube, il y a une face comme ça de sélectionner. Et vous remarquez que j'ai aussi le Verify Selection d'actif. Donc si je right-click ici, il me propose dans le fond de choisir des faces ou même des edges qui étaient près de l'endroit où j'avais cliqué. Okay, donc ça aussi avec le Verify, combiné avec le Verify Selection. Exemple, non, moi, c'est ce edge-là que je voulais, je peux le sélectionner sans même cliquer. T'sais, exemple, je sais qu'il y a un edge, on va dire, si j'enlève mon shading, là, je sais qu'il y a un edge ici. Puis si je veux pas toujours avoir enlevé le shading, je peux simplement right-cliquer ici, puis aller sélectionner le edge comme ça, sans avoir à tourner l'écran, des choses comme ça. Donc, le Verify Selection combiné avec la nouvelle sélection ici, ça fait que c'est toutes des choses là, qui facilitent, dans le fond, le travail et la sélection. Finalement, dernière nouveauté design, on a une amélioration à la surface loft. Okay? Donc, pour ceux qui ont déjà eu à reconstruire des surfaces ou des choses comme ça, le loft, c'est définitivement une fonction qu'on utilisait régulièrement dans la création de surface. Okay? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette fonction-là? C'est que on n'a plus vraiment besoin de faire attention à la direction de la chaîne ou même au point de départ des chaînes si on veut juste simplement faire un loft puis d'avoir quelque chose qui n'est pas twisté ou des trucs comme ça. Donc, si je lance ma fonction loft, l'ordre de sélection est encore important parce qu'il va toujours partir de la première vers la deuxième. Puis là, vous voyez, je fais exprès de flipper d'un bord et l'autre la direction.
Lorsque je vais accepter, automatiquement, le flip de direction n'a pas d'importance à cause de ce checkbox-là qui a déjà été rajouté dans les versions précédentes, mais on voit qu'il y a quand même un twist dans la pièce à cause que mon point de départ de la chaîne 1 et la chaîne 2 et la chaîne 3 n'étaient pas alignés. Et bien maintenant, on est capable de faire un dynamic sync et on peut utiliser, exemple, le mode minimum distance. Et donc, là, il suffit vraiment la distance entre les différentes chaînes et on voit que ça enlève complètement le twist dans ma surface sans que j'aie à jouer avec les start points ou les choses comme ça de mon modèle. Également, on est capable d'activer une option qui est le Match Surface Tangency at First and Last Chain, qui va faire que en ce moment, ben, on voit que ça crée comme quand même un coin sharp entre la surface ici et la nouvelle surface que je crée. D'ailleurs, ces surfaces-là sont pas sélectionnées, ok, sont juste là. Tant qu'ils sont visibles à l'écran, si j'active le Match Surface Tangency, il va comme créer un rayon, ou en tout cas essayer de matcher la tangence des surfaces avoisinantes lors de la création du loft pour te créer quelque chose qui blende peut-être un peu mieux avec le modèle. Donc, des petites choses comme ça qui nous permettent d'améliorer la reconstruction ou la création de surface loft qu'on travaille. Je vois pas de questions dans le chat, donc on va continuer avec les nouveautés mode milling. Donc, on va commencer avec une nouveauté qui est l'entrée en hélice taper dans... Si je peux me permettre, Kevin, George avait la main levée. Peut-être juste écrire dans le chat, George, puis on pourra regarder la question. Sinon, on pourra reprendre ça là, à la fin de la présentation de la période de questions. Parfait. Donc, entrer en hélice, tout le monde connaît ça, tout le monde utilise ça, évidemment. Donc, dans les parcours Dynamic Mill, donc disponible en Dynamic Mill, ça va être aussi, je pense, disponible dans le OptiRough, là, je me rappelle plus, mais je suis pas mal certain que l'option est là. Une des choses qui peut arriver avec une entrée en hélice comme ça qui se passe, c'est que au début du parcours d'outils, on voit quand même pleine profondeur, la flûte est là, c'est difficile à aller mettre du coolant, c'est difficile à aller sortir les chips. Là, tu te mets à recouper des chips dans le trou, c'est rien d'intéressant. Donc, dans le Entry Motion, on a maintenant une option de juste simplement cocher Tapered Helix. Okay? Si je fais ça et que j'accepte, donc, il va convertir mon entrée en hélice pour faire une entrée en hélice taper. Évidemment, qu'est-ce que ça va faire? Donc, il va commencer avec un diamètre qui est plus gros, par la suite finir avec un diamètre qui est plus petit. Puis évidemment, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire que lorsqu'il va commencer à couper le toolpath, ben, il va juste avoir une plus petite hauteur, si on veut, dans le modèle. Je pourrais vous le montrer là avec un Verify. Ah, tiens, on va faire un Verify Mastercam. Là. Mais, pardon, si vous voyez dans l'autre écran. On va le faire aller un petit peu moins vite. Donc, on voit qu'il rentre avec une hélice taper. T'sais, on voit que graduellement, il réduit dans le fond le diamètre ici des trous. Donnez-moi 30 secondes, je pense que j'ai pas mon mode de... ok, non, c'est bon. Puis, qu'est-ce que ça va nous donner une fois qu'il va être rendu au fond de la plongée comme ça? Ben, ça va faire qu'il va commencer à travailler juste sur la petite portion de l'outil. Ça va nous permettre d'avoir un trou qui est plus grand par la suite pour, encore là, accélérer l'évacuation des chips et là, on devrait être pas loin du bon diamètre. Là. Ouais, ça se passe assez vite, mais vous comprenez le principe. OK, donc derrière ce feature-là. Maintenant, il y en a qui vont dire ouais, c'est quoi que ça fait? Parce que j'ai juste coché Taper Helix. J'ai pas donné d'angle, j'ai pas donné, tu sais, je sais quoi les diamètres en haut, diamètres en bas. Pour l'instant, on n'a pas de contrôle sur c'est quoi les diamètres. Par contre, ça a été pensé avec les différents fabricants d'outils.
on a dans le fond la mathématique qui s'applique ici derrière. Donc, quand tu actives le Taper Helix, qu'est-ce que ça va faire? Ça va regarder c'est quoi le diamètre de ton outil et ça va commencer avec un diamètre de 95% de ton diamètre d'outil en haut et ça va aller jusqu'à un diamètre de 25% pour le diamètre en bas. Et donc, la profondeur de ton feature va faire varier l'angle taper, si on veut. Donc, c'est quelque chose qui est plus profond. Le taper va être moins prononcé, si on veut. Si c'est quelque chose qui est moins profond, le taper va être plus prononcé directement. OK, donc pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a le contrôle, mais c'est quand même, selon moi, quelque chose que vous devriez juste activer la majorité du temps. Ça va nous donner un résultat qui est meilleur au niveau de la plongée, puis aussi meilleur au niveau du début du toolpath. Ensuite, on a un changement au niveau des points de référence, des Home Reference Points. Okay? Pour ceux qui travaillent avec des machines 4 axes, 5 axes, en 3+2, c'est peut-être quelque chose que vous avez eu à travailler avec qui était peut-être pas l'idéal, ou en tout cas, c'était un peu difficile à travailler avec. Donc, le concept, dans le fond, qui est nouveau, dans tous les parcours d'outils, essentiellement. Donc, si je fais ma sélection de ma chaîne ici, pour mon parcours de contour, je décide d'aller dans mes linking parameters. Je regarde mes profondeurs, donc je vais le faire de façon graphique. On va faire ça, on va mettre le clearance. Clearance, on va venir le mettre ici. Donc, je suis satisfait, on va dire, avec mon résultat que j'ai comme ça ici. J'accepte ça. Et là, pour X raison, tu sais, je trouve que je dégage pas assez en Z ou en X, peu importe. OK? On a toujours eu un feature dans nos parcours d'outils qui nous permettait, dans la section Home Reference Point, d'aller activer un point d'approche et un point de retract. Par contre, dans les versions précédentes de Mastercam, ce point d'approche-là était relatif au point Mastercam selon l'origine Mastercam et non pas par rapport à mon toolpath. Ce que ça veut dire, c'est que généralement avant, j'aurais pu dire par exemple, je veux que mon approche soit en incrémental à 100 mm plus haut. Ben, ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser en fait, on voit ça n'a pas fait grand chose parce qu'on était déjà à la bonne place. Mais mettons, je le mets en absolute, en world. On va voir que, tu sais, l'approche a comme pas rapport à ma direction de mon toolpath. Tu sais, je veux dire, j'ai mis plus 100, puis finalement, je commence plus dans la pièce. OK? Donc, quand on était en mode world, c'est comme ça que ça se passait avant. Maintenant, je peux arriver puis dire, non, c'est par rapport au tool plane. Donc, le Z que je mets là, c'est le Z du tool plane et non pas le Z du WCS qui est utilisé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, exemple, on voit très bien que là, mon approche est 100 mm plus loin en Z par rapport au tool plane. Et ce que ça veut dire, c'est que supposons que je prends ce plan-là et que je décide d'aller changer le plan de travail parce qu'exemple, je veux faire le même feature de l'autre côté. Donc, je m'en vais dans mes plans, puis je dis non, je suis pas en front, mais je vais être en back, disons. Puis, évidemment, je vais changer mon depth pour aller chercher un depth là, qui est plus concret pour ce côté-là. Donc, je m'en viens comme ça de ce côté-là. On voit que mon Z incrémental de 100 mm, il est maintenant appliqué au plan de back sans que j'ai eu besoin d'aller jouer avec les valeurs, les choses comme ça. Si je l'avais laissé comme c'était avant, c'est-à-dire on était obligé d'être en world, ben là, à ce moment-là, évidemment, j'aurais encore là eu quelque chose qui est problématique au niveau de mon toolpath. Ça veut dire que le retract n'aurait pas été appliqué. Donc, grosso modo, si vous ouvrez un fichier dans lequel il y avait des Home Reference Points, ils vont être automatiquement en World parce que ça fonctionne de la même façon. Mais pour les nouveaux points d'approche que vous allez pouvoir créer, je vous suggère probablement Toolplane à utiliser parce que ça utilise le plan de travail comme référence et non pas le World comme référence. Donc ça ici, quand même quelque chose d'intéressant pour ceux qui l'utilisaient. Nouveauté dans Dynamic. Critical Depth. Critical Depth, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans Mastercam, mais c'était pas disponible dans le parcours dynamique. OK, donc dans les versions précédentes, c'est pas quelque chose auquel on avait accès. Mais par exemple, cette pièce-là ici,
on voit que j'ai 3 step down. Par contre, les step down ne concordent pas avec les flats de ma pièce, ce qui rend un peu le truc un peu disons, plus difficile à travailler. On pouvait faire des step-up pour qu'ils viennent machiner au-dessus du flat, des choses comme ça. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc, dans tes cut parameters, tu as l'option Critical Depth. Tu as l'option Include Flats ou Include Flats manuel. Si je fais Include Flats, il va automatiquement scanner mon modèle et dès qu'il y a un flat, il va faire une passe à cet endroit-là. Donc, je vais juste activer ça et régénérer. Donc, on va se rendre compte que il va ajuster ses depth codes pour qu'il y ait une passe qui tombe directement sur la surface requise. Juste mentionner, il n'y a pas de stock to leave dans cette toolpath-là, juste pour montrer qu'on arrive bien vis-à-vis la surface en question, mais ça fonctionne aussi avec le stock to leave. Si tu avais un 50 millième de stock to leave, ben le flat va être 50 millième plus haut. Donc, on voit que oui, ça me crée une passe de plus parce qu'il respecte quand même le maximum depth que tu as déterminé. Mais on voit que il va faire la passe qui arrive aux différents niveaux qui sont critiques pour toi. Si on utilise le mode manuel à la place du mode automatique, ben là, à ce moment-là, tu viens simplement cliquer sur un ou plusieurs Z. Donc, tu dis, je veux ce Z-là. Et pour X raison, je veux aussi le midpoint ici. Donc, je donne 2 Z critiques à utiliser. Donc, lui va s'assurer de faire des passes à ces différentes positions-là. Donc, ça laisse beaucoup plus de contrôle à l'endroit où est-ce que le parcours va s'effectuer. Pendant que ça calcule, juste aller vous montrer dans le fond, là, dans les entry motion du parcours Opti. On a aussi le Taper Helix ici qui est disponible. Donc, on voit qu'il fait la passe ici que j'ai demandé, puis il fait la passe exactement au milieu, ce qui m'évite d'avoir, à la fin, tantôt, j'avais une petite passe à la fin qui était comme un peu inutile. Ben, pas inutile, mais bon, bref, vous comprenez que ça me permet de contrôler un peu plus où s'effectuent les différentes passes. Et on peut l'appliquer à plein de différentes sauces, si on veut. Donc, ce feature-là est quand même assez intéressant. Je vais vous montrer un autre exemple ici. Qui est déjà programmé. Mais pour vous montrer un peu le concept, bon, on a fait le Opti sur le premier côté, on arrive à ça ici. Si on regarde le Opti sur le deuxième côté, ben, premièrement ici, bon, il rentre en hélice, on peut jouer avec le skip pocket là, pour ceux qui ici. OK, donc je pourrais activer mon skip pocket. Une fois que j'active mon skip pocket, ce que ça me donne, ben là, c'est qu'il ne va plus dans cette région-là. Parfait, c'est super bon. On voit que on peut activer les passes. Ça a été rajouté dans les dernières versions, les passes uniformes. On voit que il vient ici, mais il passe pas au-dessus de cette place-là. Et qu'est-ce qu'on est capable de faire, dans le fond, c'est ici dans mon critical depth, mettons, je peux aller ici et on peut voir que ça a été sélectionné ici. Okay? Donc, lui, ben, évidemment, à cause que j'ai du stock to leave sur mes fixtures, ça marche pas. Donc, en réalité, moi, je veux pas ce point-là. Je peux utiliser le shift-click et dire, hey, fais une passe, mettons, 1 mm au-dessus de ma fixture ici. Donc, ça va le forcer à faire une passe à cet endroit-là qu'il va venir machiner en arrière de la pièce par l'extérieur. Directement. Donc, tu sais, c'est toutes des choses, des petits ajouts comme ça ici qui peuvent faire que tu as un peu plus de contrôle sur qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de ton toolpath. Au lieu qu'il aille ici puis qu'il arrête là parce qu'il est pogné par la fixture, parce que le depth n'aligne pas avec où est-ce qu'il est censé aller. Donc, on voit ici que directement, la différence entre ça puis ça, c'est juste être capable de dire, hey, regarde, le point que j'ai pris, regarde, c'est un petit peu plus haut, puis vas-y avec ça, garde ton stock to leave, ça vient aligner les passes à cet endroit-là. Donc, ça donne quand même un contrôle intéressant supplémentaire là, sur ce genre de shape. Donc, critical depth peut être intéressant. On va aller regarder encore une fois une petite nouveauté au niveau des parcours dynamiques. Dynamique 2D et ce que je vous dis là, ça affecte aussi dans le blend. C'est une petite nouveauté là, c'est pas, mais ça laisse encore une fois. Ici on voit on a
taper helix, puis comme c'est moins profond, puis l'outil est plus gros, on a un angle qui est plus prononcé que tantôt. Mais c'est simplement, en fait, dans les cut parameters, au niveau du first pass, on avait avant l'option d'ajuster le feed rate. Maintenant, on est aussi capable d'ajuster le spindle speed. Donc, on est capable, lors de la première passe, de réduire ou d'augmenter le spindle speed de notre toolpath. Et ça, c'est disponible en Dynamic Mill et aussi en Blend Mill. Et également, dans les différents toolpaths, ils ont essayé de matcher un peu l'interface des depth cuts du dynamique. Là. Donc, exemple, si je vais dans le Area Mill au niveau de mes depth cuts, okay, donc ils ont changé un petit peu l'interface de ce côté-là. Si je vais dans le Blend Mill au niveau des depth cuts, okay, on voit que les images, ils ont matché un peu ça. Ils essaient de standardiser un peu les fonctionnalités là, à travers l'interface. Prochaine nouveauté, 1002D aussi, ou je dis 1000, mais c'est routeur aussi, évidemment. L'ajout des couleurs, ok. Ça a commencé évidemment avec la version 2024, ça a été amélioré avec la version 2025, mais maintenant c'est disponible dans les parcours 2D également. Si on tombe en Dynamic Mill, l'année dernière, il avait rajouté l'option de voir c'est quoi ton machining, c'est quoi ton avoidance. Donc, au moment où tu faisais la sélection de ta chaîne, tu avais un visuel qui représentait c'est quoi la chaîne que tu as sélectionnée. Et ce visuel-là devenait aussi visible dans cette page-là, tout dépendamment de tes options. Donc, on voit ici, peu importe dans le menu que je suis toujours capable de voir c'est quoi les chaînes que j'ai sélectionnées. Donc, cette option-là, d'être capable de voir la couleur des chaînes, c'est aussi disponible avec les parcours 2D, contour, drill, pocket, ainsi de suite. Donc, exemple, si je fais un parcours de contour et que je sélectionne cette chaîne-là, ben on va se rendre compte que lorsque j'arrive dans cette page-là, en fait dans mon toolpath, je vois la couleur identifier les différentes chaînes que je suis. Ça a rapport avec ça, ok? Donc cette petite option-là pour cacher les plans, tu peux aussi dire non, montre-moi juste les features dans la page que je suis. Fait que là, comme je suis dans la page des chaînes, il me montre les chaînes. Quand je vais dans la page des linkings, il me montre les plans ici que je peux venir jouer avec. Mais si je suis ailleurs, il les enlève. Okay? Donc, tu as des options de contrôler ça ou pas. Le visuel, tu peux carrément juste l'enlever pour jamais le voir. Mais le feature est là au niveau du pocket. Et évidemment, ça va s'appliquer au Model Chamfer. Le Model Chamfer étant un parcours qui est dans la même série que Contour, Pocket, ainsi de suite. Et lui, ben évidemment, il a accès à plus de couleurs. Donc, exemple, je suis en train de faire mon Model Chamfer. Si je dis je veux des avoidance, puis là, je pogne une surface, comme ça ici, ben, la surface va devenir rouge aussi. Si j'attrape du work holding, qui est déjà défini, ben, on va voir que mon work holding va devenir bleu. Donc, toutes des guides visuels comme ça pour nous aider à plus rapidement identifier, dans le fond, si mon toolpath usine les bonnes sections. On continue avec ça. En milling, également, ils ont modifié les différents points d'accès. Okay? Si on se rappelle, avant, on avait machine, stock. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait avant, pour être franc. Maintenant, les différents menus correspondent aux menus dans lesquels on arrive. Okay? Si je veux aller changer mon work holding, je clique sur work holding, puis j'arrive dans la page de work holding directement. OK, donc là-dessus, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant. Je vais aller setter mon Master Model. J'arrive dans la page de Master Model. Juste cocher ça ici. Voilà. Également, dans les work holding, ils ont rajouté un petit peu de fonctionnalité. Donc, on avait déjà la capacité de créer des groupes, tout ça. Mais maintenant, dans le fond, ça ressemble un peu plus au Plane puis au Level Manager. Au niveau des fonctionnalités. Donc, tu sais, je peux rajouter un nouveau groupe et je peux faire du drag and drop maintenant dedans. Ce qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc, on est capable de jouer avec les différents systèmes comme ça aussi. Et je me rappelle plus si c'était là avant ou pas, mais tu sais, si j'ai rajouté la fixture à partir d'un level, donc exemple, supposons que je delete c'est tout ça. Je dis, OK, rajoute-moi les fixtures à partir d'un level. Puis là, je dis, je prends le 1001 puis le 2001. J'accepte ça. Il va automatiquement utiliser le même nom que le level que j'ai pris.
Et si j'ai rajouté les éléments à partir d'une sélection que j'ai faite, il ne peut pas le faire parce que c'est déjà le... Attends une minute, on va juste faire delete all. C'est vrai. Si j'utilise à partir de l'écran comme ça, ben là, à ce moment-là, il donne le nom du solide dans ton solid manager. Okay? Donc, le nom du body que tu aurais importé ou créé. Donc, les noms se font automatiquement. Puis là, tu sais, exemple, je pourrais dire, OK, ben ça, c'est mon setup. Et là, je pourrais les sélectionner puis venir les grouper pour dire, ben c'est mon setup 1, mon setup 2, des choses comme ça. Et à ce moment-là, pour les mettre actifs ou pas, c'est beaucoup plus facile de travailler. Donc, quelques fonctionnalités supplémentaires de ce côté-là. Juste, je vais me permettre, Kevin. On avait prévu environ 1 heure pour la présentation. Il reste 7 minutes, clairement. On va prendre un petit... non, mais pas nécessairement, mais juste excusez, on va prendre un petit peu plus de votre temps là, pour passer à travers, là, dans le fond, tous les points présentés. Parfait. OK. Prochaine nouveauté, c'est au niveau du Debur. Pour ceux qui utilisent le Debur, vous allez remarquer que c'est un feature qui est quand même assez intéressant. Premièrement, le Debur dans les versions précédentes, lorsque tu l'appliquais sur un contour qui avait des coins sharp, il faisait automatiquement des retracts. Ici, ça a été enlevé. Ça, c'est un parcours qui a été fait en 2025. Je l'ai juste ouvert en 2026. Je fais juste le régénérer, puis vous allez voir qu'il va... ben, tu sais, c'est ça. Il va juste faire comme un contour frein qu'on est habitué. Donc, ça va être quelque chose qui est un gros plus pour l'utilisation de cette fonctionnalité au niveau des parcours 3 axes. Puis vous remarquez, ça prend un chamfer mill, là, donc c'est vraiment comme l'équivalent d'un parcours contour à ce niveau-là. L'autre nouveauté de ce côté-là, laissez-moi juste aller appliquer mon split. OK. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe ici? J'essaie de prendre un lollipop puis de venir ébavurer le edge intérieur du pire couleur qui existe, voilà. Tu sais, on a comme un trou qui passe dans un trou, OK? Et j'essaie de venir ébavurer ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que mon trou est trop petit, l'outil est trop gros. Il est capable d'en faire une partie. Donc, on voit, tu sais, il rentre puis il arrive à ébavurer, on va dire juste la section qui est ici, mais il ébavure pas la section d'en haut parce que ça respecte pas physiquement le debur que je veux faire à cause de l'outil puis de la shape et ainsi de suite. Donc, il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire qu'il vient travailler un petit peu sur ce côté-là ici, puis là, ben, il retract, puis il va aller faire un petit peu l'autre côté. Et c'est pas que physiquement, oui, c'est ça. C'est physiquement, il est pas capable de faire le chanfrein ou le debur demandé parce que, à cause de la géométrie de la pièce et tout ça. Qu'est-ce qui est de nouveau dans le debur? Dans le fond, c'est que on a c'est ici. On a l'option de lui permettre de faire des edges asymétriques. OK? Donc, en gros, tu sais, on voit qu'il n'est pas capable de venir faire le edge parce que ça tourne. J'active ça, ça fonctionne. Par contre, le chanfrein, il est plus à 45 degrés. Donc, c'est un peu ça. C'est que tu lui dis, tu as le droit de faire un chanfrein qui est pas à 45 ou qui est pas parfaitement la dimension que j'ai demandé. Si ça te permet, par contre, de le faire, ben, c'est quelque chose qui est vraiment mieux. Fait qu'on va voir ici, si j'active mon split view, on va voir super bien, là. Dans le fond, c'est que le chanfrein résultant est clairement pas à 45 degrés, mais ça permet quand même d'arriver puis de dire hey, ben, je vais être capable de faire mon ébavurage quand même pour venir casser cette option-là. Pour ta question, Dario, je vais juste laisser Simon embarquer parce qu'il voulait dire un petit quelque chose de ce côté-là. Fait que ça va peut-être répondre à ta question. Dans le fond, au niveau du debur, dans le fond, ceux qui ont le module 5 axes, ils ont déjà vécu, en tout cas, ils ont déjà l'option du debur 5 axes qui vient avec le module 5 axes. Par contre, le debur 3 axes est introduit préalablement et dans le fond, c'est un add-on. Par contre, si vous voulez rester à la fin, là, pour ceux qui ont par exemple, des produits 1000 routeurs ou 1000 3D, routeurs 3D, puis n'ont pas le module multi-axe. J'aurai une petite annonce là, par rapport à ça. Là. On pourra s'en reparler un petit peu plus à la fin au niveau de la période, après la période de questions, là, mais on pourra approfondir le sujet ensemble. OK, parfait. Donc, nouveauté debur, évidemment, ça s'applique au debur 3 axes puis au debur 5 axes, la possibilité de faire des edges asymétriques.
gestion des voids, ok, donc en perçage 2D, perçage 5 axes, il y a simplement un checkbox supplémentaire qui va faire que lorsque tu as des trous coaxiaux comme ça et que tu décides de faire ta sélection, dans le mode advanced de ton perçage, tu as l'option include voids ou pas. Ok, donc si j'include voids à off, puis je prends ce trou-là, ben on voit qu'il prend ce trou-là et c'est tout. Si je fais la même sélection, mais avec l'include voids, et je clique sur ce trou-là, on voit qu'il a scanné, dans le fond, la totalité du feature. Et puis là, par la suite, dans mon toolpath, dans mon whole segment, ben, on voit que j'ai le trou d'en haut, le trou d'en bas, j'ai le void. Puis là, si, par exemple, je veux le percer juste d'un coup, je pourrais venir sélectionner ça de cette façon-là pour dire ben, de percer le trou là, selon, ça va aller mis en 5 axes, là. Mais tu sais, de percer le trou automatiquement avec le depth puis le top of stock automatiquement détecté ici sans que j'aille à rentrer les valeurs. Donc la nouveauté, c'est juste que on est capable de cocher ou pas le void si on veut détecter ou pas le void pour que ce soit inclus dans la section All Segment ici. Le prochain bloc, c'est quand même un gros bloc, là. Je veux dire, ça va toucher pas mal un peu tout le monde. Par contre, tu sais, c'est pas. Il n'y a pas. En tout cas, vous allez voir. On va dire ça comme ça. Le gestionnaire d'outils. Donc, dans le fond, le gestionnaire d'outils de mailing a été complètement redesigné. Okay? Donc, ceux qui créaient des outils ou éditaient des outils, peu importe, si je vois dans mon tool manager, ça n'a pas changé, mais c'est plus la partie création d'outils ou création d'assemblage qui est maintenant différente. C'est-à-dire que si je fais Create Tool, ben, au lieu d'avoir la fenêtre qui apparaît qu'on est habitué, maintenant c'est un menu sur la gauche. En termes de possibilités, de fonctionnalités, c'est quasi identique. Okay, donc tu peux dire, ah ben je veux choisir un bull mill ou je veux choisir un ball mill, ainsi de suite. Après ça, tu remplis le reste des options, tu t'en vas dire tes trucs ici. Il y a des termes qui ont changé. Okay, pour ceux qui font des outils custom, tu as le Anti-Collision Model puis le Parametric Model. Donc ça, dans le fond, c'est l'équivalent de ce qu'on avait avant, l'outil jaune, l'outil turquoise, pour ceux qui créaient leurs outils custom. D'ailleurs, je pense qu'il y a un outil custom qui est déjà créé ici dans la géométrie. Donc, si je m'en vais éditer mon outil, puis je m'en vais ici, OK, il n'y a pas de profil custom. Je vais aller importer ça à partir d'un level. Supposons que sur mon level 1, j'ai un profil custom. Donc, on va voir que, tu sais, en bleu, c'est ce qu'il va utiliser pour la détection de collision, les choses comme ça. Mais la ligne en jaune ici, c'est ce qu'il va utiliser pour la génération, le calcul du toolpath pour que ce soit plus rapide à calculer. Puis là, je suis capable de dire, ben, montre-moi les deux en wireframe ou montre-moi juste le paramétrique à shader. En tout cas, bref, tu peux t'amuser avec ça. Ce qui est important quand on crée un outil custom, pour ceux qui ne savent pas, c'est de vraiment genre essayer de matcher au plus possible les deux. Qu'est-ce qui est nouveau avec ce menu-là? Ben, évidemment, c'est que là, tu travailles dans l'interface Mastercam. Fait que tu peux bouger, zoomer, tu peux tout faire ce que tu veux avec, mais tu es aussi capable d'aller snapper à l'écran les différents features. Par exemple, ici, on voit qu'il a scanné automatiquement le cutting diameter, c'est bon. Par contre, puis la longueur totale, okay, donc la longueur totale est quand même bonne. Par contre, la longueur de coupe est pas bonne. Ben, au lieu de moi d'aller me référer, on va dire, au plan ou au site web ou peu importe, je peux simplement, exemple, aller cliquer à l'écran puis dire, ben, commence là, puis finis là, puis il va directement ajuster sa flûte à cette distance-là. Donc, exemple ici, mon shank diameter, mon shoulder diameter, et je vois qu'il est pas bon, je peux juste dire, ben, c'est ça ici, ça vient le pogner, ça vient le snapper. Donc, on gagne beaucoup en temps, au lieu de tout le temps aller se référer au modèle, d'être capable d'aller cliquer à l'écran les différentes choses. Donc, exemple ici, même chose, le shoulder length, je peux dire, ben, c'est de là à là ici. Puis, on voit que à ce moment-ci, les deux commencent à être un peu plus matchés. J'ai pas le bon taper. OK, donc je peux ajuster mon taper, des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça. On est capable de venir, dans le fond, beaucoup plus facilement générer là, les outils custom lorsque ce soit un profil qui vient d'un site web, d'un DXF, des choses comme ça. Donc, ça a vraiment été condensé, placé dans cette interface-là. Encore là, tu peux mettre tes pourcentages de step over, step down. Ils ont rajouté le fait que tu peux mettre une valeur, c'est pas juste un pourcentage. Avant, c'était toujours un pourcentage, je pense. Spindle speed, calcul de flûte, tout ça. Donc, les mêmes options qu'on avait avant, les coolants, les choses comme ça. C'est juste placé dans une interface qui est un peu plus beau avec des nouvelles fonctionnalités là,
de ce côté-là, mais sinon, la majorité des trucs qu'on avait avant, en fait, tous les trucs qu'on avait avant sont encore là, juste placés à des endroits différents. Donc ça, évidemment, ça s'applique pour toutes les créations d'outils milling pour ça. Et par la même occasion, si on veut, à l'intérieur des toolpaths, au lieu d'avoir le bouton Select Library Tool, c'est vraiment juste un icône maintenant, Select Library Tool. On peut créer de nos outils aussi ou créer nos assemblages au lieu de faire le right-click. Pour ceux qui étaient habitués de faire Create Tool, on a juste le bouton ici directement. Puis si on fait ça, ben, ça nous ouvre encore une fois la nouvelle interface directement ici. Sinon, Select Library Tool fonctionne de la même façon qu'avant. Donc, ça nous ouvre notre librairie d'outils qui ont les mêmes fonctionnalités qu'avant. Donc, ça, c'est pour les outils de milling. En multi-axe, je vais juste passer un petit peu plus vite, étant donné qu'on est un peu... en tout cas, c'est ça, faut juste... c'est plus de choses qu'on s'imaginait. Bref. Dans le parcours Rotary Advance multi-axe, okay, donc dans ce parcours Rotary Advance, celui-là ici, okay, donc j'ai déjà le toolpath qui est fait qu'on va éviter de régénérer. Mais exemple ici, tu sais, j'ai pas de lead-in, lead-out versus ce toolpath-là, j'ai maintenant des lead-in, lead-out. Puis j'ai même des lead-in, lead-out dans les dernières passes de mon parcours d'ébauche ici. Donc ça, c'est dû à un nouveau feature dans ce parcours-là qui se trouve dans les linking. On a Last Close Contour Use Lead-in, Lead-out. Puis ça va utiliser les mêmes lead-in, lead-out là, qu'on est habitué dans les parcours Unified et ce genre de parcours-là. Donc on est capable de venir dans les Open Contours, mettre des lead-in, lead-out, puis dans les Close Contour, mettre des lead-in, lead-out. Okay, donc une petite option supplémentaire de ce côté-là pour ça. On a également amélioration au niveau du Safety Zone. Safety Zone d'un parcours 5 axes, certains parcours 5 axes, là, c'est pas disponible dans toutes les toolpaths, mais exemple en perçage, c'est quelque chose qui est disponible. Donc, en fait, quand on va tomber dans notre Safety Zone, ici on voit qu'on a établi une forme là, générale. Ils ont le Motion Priority ici qui est disponible. Puis qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est est-ce qu'on veut faire le mouvement qui est le plus court possible en termes de distance parcourue pour la transition entre le trou 3 et le trou 4? Ou je veux minimiser le changement d'angle ou je veux être balancé entre les deux? OK, donc vous pourrez vous amuser avec. Par exemple, ici, si je fais un changement d'angle, je vais peut-être juste copier le toolpath en fait pour pas qu'on puisse avoir la différence, là. Donc, dans le parcours copié ici, si je le mets à Minimize Angle, donc il va essayer de moins tourner, le vecteur d'outil va changer le moins possible si on veut. Donc, on voit que ça change la façon dont il va faire le changement ou le safety zone de ce côté-là. Je me suis fait dire que ça lag pas mal. Je peux peut-être fermer ma webcam. Je sais pas si ça va aider. En tout cas. OK. Apparemment, c'est revenu. C'est peut-être mon Internet. Je suis vraiment désolé pour ça. Si jamais il y a de quoi là, vous me le direz. On tombe aux nouveautés Milturn et tournage. Donc, premièrement, nouveauté tournage. On a maintenant la capacité de... en fait, on avait toujours la capacité, ils ont rendu ça beaucoup plus facile et ils ont rajouté les options de ce côté-là. Donc ici, exemple, j'ai une pièce de tournage très normale. Je m'en viens faire un parcours de facing. Vous allez remarquer qu'il y a 2 icônes de plus dans le haut de l'écran ici. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec les modes milling, ben c'est quelque chose de absolument rien de nouveau pour vous. Donc, exemple, moi, par défaut, quand je fais un facing, voici les options qui sont là. Puis moi, ben, moi, je suis tout le temps en train de changer ça pour 50 millièmes. Je suis tout le temps en train d'activer ça. Je change ça pour 5 millièmes. Donc, si à chaque fois, ouais, ça va aller mieux si je fais un vrai toolpath.
Donc, à chaque fois, je suis obligé de changer ça. Ben, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Au lieu d'aller dans la librairie d'opération directement, je peux juste faire un save ici et ça m'amène, dans le fond, à cette interface-là. Pour ceux qui connaissent déjà le milling, rien de nouveau. Default, ça va simplement overwriter le facing par défaut que je viens faire. Sinon, je peux en créer un custom puis dire c'est le mien. Donc, je lui donne un nom comme ça ici. Ah, il faut juste que je... Qu'est-ce qu'il dit? You must delay whose machine group. Ah, c'est parce que dans le fond, c'est ça, je suis pas dans le bon fichier. En tout cas, bref. On va se sortir un autre, là. En tout cas. Bref, vous allez comprendre. Ce que ça va faire, c'est que ça va le rajouter ici dans la liste, dans le fond, des opérations. Donc, je pourrais... Évidemment, le toolpath default, c'est le default. OK, donc on voit que ça me ramène à mon default que j'avais initialement. Sinon, ben, je pourrais avoir une liste ici des toolpaths là, préférés là, que j'utilisais. OK, donc ça te permet de loader, si on veut, des presets que tu pourrais avoir sur certains paramètres. Donc, exemple, si j'accepte ça, je fais mon roughing, je m'en viens ici. Ah, je veux sauvegarder ça par défaut pour que la prochaine fois que... Ah, c'est parce qu'il est en milling. C'est pour ça. Excusez, je viens de comprendre mon erreur. Late operation. Après moi, c'est juste ça. Voilà. Donc ici, tu sais, je pourrais en créer un nouveau, l'appeler comme ça. Voilà. Fait que là, maintenant, dans ma liste d'options possibles, je peux loader mon toolpath puis dire non, prends lui, puis loader, puis des presets, si on veut. Comme je dis, pour ceux qui connaissent déjà le milling, ça fonctionne de la même façon. C'est juste ajouter maintenant à nos opérations de tournage. Aux opérations de tournage aussi. Okay? Donc, ce que je dis là, évidemment, s'applique Milturn, s'applique tournage. Okay? Ce qui s'applique aussi maintenant aux opérations de tournage dans le perçage directement, ils ont rajouté aussi les plans comme on est habitué en milling. Okay? Donc, je suis capable de voir les mêmes plans que ce que j'avais en milling. Fait que je peux graphiquement dire, OK, ma profondeur est là, mon clearance est ici, mon retract est ici. Donc, pareil comme nos opérations de milling, on a l'opportunité de jouer avec nos plans comme ça, graphiquement et visuellement aussi. C'est un bon repère là, pour ça. Au niveau de tournage également, c'est la création d'outils custom à partir de ce qu'on appelle un GTC. Okay? Un GTC, c'est Geometrical Tool Catalog ou quelque chose comme ça. Donc, je suis pas certain de c'est quoi, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que je peux être dans un fichier comme ça, puis importer des outils à partir d'un generic. Voilà. Generic Tool Catalog. C'est pas tous les manufacturiers qui proposent ça. Je sais que Sandvik le fait. Mais qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est que si j'ai un catalogue d'outils génériques, j'importe ça. Je vais aller simplement ouvrir sur mon bureau. Webinaire. Completed. Puis là, on est dans QR. OK, donc exemple, j'ai boring bar ou un capto, peu importe. OK, donc je fais juste ouvrir ça. Et dans ce catalogue-là, ben, il y a différents inserts. Si j'ouvre, exemple, un autre catalogue, ben, il va avoir différentes choses. Je peux dire, importe cet outil-là, importe cet outil-là, importe cet outil-là. Je peux faire un validate pour s'assurer que l'importation va être correcte. Et à partir de là, une fois que c'est validé puis que ça va bien fonctionner, je peux les saver soit dans ma librairie, soit dans mon fichier Mastercam pour utilisation ponctuelle. Donc, je peux dire Save to Library. Je vais la sauvegarder dans la librairie que je veux. On va dire qu'on va la mettre sur, voilà ici. Puis, normalement, à partir de là, si j'ouvre la librairie en question, on voit j'ai les différents outils qui sont là. C'est des outils 3D, ok. Donc pour ceux qui
qui se demandent, là, c'est vraiment des outils 3D complètement déjà bien faits. J'ai vu, selon certains catalogues, des fois, tu sais, l'insert, le rayon, il est pas parfait. Donc, à double vérifier. Mais pour ceux qui ont déjà eu à créer des outils 3D en tournage, c'est définitivement, si tu es capable de mettre la main sur un GTC, c'est définitivement quelque chose là, qui est drôlement plus facile à travailler avec. Donc, voilà, disponible en tournage, évidemment, puis en 1000 turns. Pour la suite, ça va être surtout en 1000 turns. Donc, essentiellement, en 1000 turns, on a maintenant beaucoup plus de parcours d'outils disponibles. Donc, ceux qui utilisaient 1000 turns, on était barré avec ce qu'on appelle les parcours high speed de Mastercam, surtout en surfacique. Maintenant, on a accès au parcours classique. Quand je pense au parcours classique, je pense aux parcours comme Flowline, les vieux Scallop, le Ruled Lofted, le Swept 2D. Donc, tous ces parcours-là qui n'étaient pas disponibles avant en 1000 turns sont maintenant possibles de faire en 1000 turns. Donc, je suis capable, par exemple, de faire un parcours Flowline en 1000 turns. Simplement, dans le fond, ils ont évidemment le parcours fonctionne de la même façon que ce qu'on est habitué. C'est simplement que dans le toolpath en tant que tel, je vais avoir un onglet supplémentaire qui est mon onglet Setup pour travailler avec le 1000 turn en question. Donc, évidemment, je ne passerai pas au travers de ça. C'est un menu que vous connaissez déjà pour ceux qui travaillent en 1000 turn, mais ça nous donne accès à une large librairie de parcours d'outils supplémentaires. Selon moi, le Flowline étant le plus intéressant. Mais pour vous donner une idée, dans le fond, si on va dans les milling toolpaths, c'est tout ce qui est... ils l'ont peut-être même pas mis dans... Ils n'ont pas updaté. Surface Rough. Surface Rough, on n'était pas capable de faire ça. Surface Finish, on n'était pas capable de faire ça. Puis Wireframe. Donc, tout ça, c'est des toolpaths supplémentaires que vous êtes maintenant en mesure de faire avec votre produit Milton. Donc, ça, c'est quand même un gros plus aussi. Late Center Designer, le gestionnaire ou le créateur de tailstock, ou en fait pas de tailstock, mais de pointe là, dans le produit Milton et maintenant un peu changé. Il ressemble beaucoup plus au gestionnaire milling qu'ils ont fait. Là. Ça veut dire on travaille avec le menu comme ça à gauche, avec un gestionnaire comme ça. Donc, aucune nouveauté en termes de fonctionnalité, juste l'interface est différente lorsqu'on fait la création de nos centers comme ça, en Milton. Ça c'est bon, ça c'est bon. Nouveauté au niveau du job setup en Milton. Lorsqu'on crée un job setup en Milton et qu'on est sur une machine qui a 2 spindles, on est capable de faire automatiquement que les plans créés pour le spindle de gauche et le spindle de droite soient automatiquement organisés, si on veut, ou groupés avec le nouveau feature de mettre des groupes dans les plans. OK, donc c'est juste un checkbox en fait au niveau du job setup là. Juste arriver si je load un Milton, mettons ici. Dans le fond, au niveau du WCS ici, on a la nouvelle fonction Group Planes by Machine Group by Spindle Origin. OK, donc on est capable de faire ça, puis automatiquement, si je passais au travers du setup, le spindle de gauche puis le spindle de droite seraient tous groupés dans le même groupe. Donc ça, c'est définitivement un feature intéressant pour faire ça. Petite mention aussi dans le code expert, les icônes ici sont maintenant différents. Ils matchent le type d'icône et dans quel software ça va l'ouvrir. Donc, on voit ici, c'est Acrobat parce que mon PDF opener par défaut, c'est Acrobat. Donc, avant, c'était juste des logos différents. Donc, c'est ça.
Juste question pour le Milturn, là, juste comme ça, Dario, dans le fond, c'est juste ce qui est nouveau, c'est pas le job setup en tant que tel, c'est que quand tu crées ton job setup, les plans que Milturn va créer automatiquement vont être groupés si tu actives l'option. C'est juste ça, c'est que dans tes plans ici, au lieu d'avoir des plans, ils vont être groupés ensemble, ce qui est les plans pour le Machine Group 1 puis les plans pour le Machine Group 2. Donc c'est ça la nouveauté. Finalement, on va y aller avec la dernière nouveauté. C'est au niveau du Verify de Mastercam. Donc, dans le fond, deux nouveautés de ce côté-là. La première, c'est un petit détail, mais pour moi, ça fait quand même des fois quelque chose de intéressant. Dans le fond, maintenant, tu peux cliquer sur les boutons fast puis slow. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la précision. C'est 10% normalement, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, voilà. 10%, à chaque fois que tu baisses, là, ça baisse de 10% si tu cliques au lieu de slider puis des fois d'arriver comme à quelque chose. Donc ça, c'est nouveau. Et on a également sur la gauche ici le Operation Info. Donc toute la partie Operation Info, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça a vraiment rapport à l'opération active. C'est-à-dire, ah ben gars, c'est l'opération 1 de 3, c'est tel toolpath. Ce toolpath-là prend tant de feed time, tant de rapid time, et ainsi de suite. Puis si j'avance dans un autre toolpath, on voit que ici, ben, je suis rendu avec d'autres informations par rapport à l'opération active. Donc ça aussi, c'est quelque chose là, qui est nouveau. Fait que ça fait le tour des nouveautés de Mastercam 2026. Des nouveautés principales, on va dire, il y a toujours des petits trucs ici et là qui sont nouveaux, mais disons que ça couvre principalement l'entièreté des nouveautés de Mastercam 2026.